Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, bonjour chers amis, un beau dimanche et pour les papas, une belle fête. Voilà, comme ça tout est fait. Bon, il est vrai que cette semaine, l'actualité a été chargée de tas de choses, autres que ce qu'il y a dans les casseroles, dans les gamelles. On s'est plutôt occupé de politique, on s'est occupé de remettre la France en coupe réglée. Ça a beaucoup buzzé sur tous les réseaux et dans les médias, mais nous, on va quand même s'occuper d'un sujet de société important qui est la restauration à l'approche de l'été, et j'ai avec moi un spécialiste. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Laurent Barthélémy au téléphone. Bonjour Vincent Ferniaud. Alors Laurent Barthélémy, membre émérite de l'UMI, on dit UMI ou UMIH, c'est-à-dire l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, le plus gros syndicat professionnel, on va dire, du secteur, qui regroupe notamment les hôteliers, mais surtout les restaurateurs, les cafés, les bars, enfin tous les lieux où on fait manger les gens. Et je voulais faire un petit point avec vous, Laurent, à l'approche de l'été, sur un secteur qui est toujours extrêmement malmené sur le plan de l'emploi. Toujours énormément d'emplois à pourvoir. On le dit tout au long de l'année, mais plus encore à l'approche de l'été avec la tension des vacances qui approchent. Eh oui, mais de toute façon, on a perdu un certain nombre de salariés qualifiés après le Covid, et on a vu toute une partie de nos salariés qui ont arrêté nos métiers. Mmh. On a aussi le sujet démographique qui nous tient et qui nous touche, avec un certain nombre de salariés qui s'en vont à la retraite. Oui, et à l'instar d'une infirmière, eh bien, on remonte pas et on ne reforme pas un cuisinier ou un chef de rang en l'espace de 6 mois. Est-ce que c'est un métier qui a perdu de son intérêt pour la jeunesse? Alors peut-être en raison parfois du manque d'aisance salariale, on va dire, des revenus qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'attendent les jeunes qui sortent à peine formés, il faut le dire le plus souvent, et peut-être le fait qu'ils redoutent la dureté de ce métier. Alors d'abord, je pense qu'il faut commencer par quelque chose de positif. Oui, allons-y alors. On en a besoin cette semaine. Voilà, on a besoin d'être positif. L'ascenseur social fonctionne toujours dans nos entreprises. Bien, ça c'est bien. On sait rentrer simple serveur dans une entreprise et finir directeur du restaurant, c'est encore possible. C'est possible aujourd'hui. Oui. Ce sont des métiers où on peut rentrer à 16 ans, mais aussi on peut rentrer à 35 ans. Laurent, ça veut dire, pardon, mais ça veut dire que ce sont des métiers où on peut entièrement se former sur le tas, c'est-à-dire dans le métier. Eh bien, il y a des prérequis que nous devons avoir, bien évidemment, beaucoup de savoir-être surtout, et après le savoir-faire, bien avec un minimum, on arrive effectivement à apprendre comme on dit, à apprendre sur le tas. Mais beaucoup de salariés ont appris à travailler comme ça. Oui. Après, la technique, tout vient aussi en se formant au fil de l'eau, et c'est pour ça qu'on met en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse former nos salariés du mieux possible. Oui, mais alors vous mettez en lumière à travers ce mot là que vous venez de nous dire un des problèmes de notre société et de notre jeunesse, et souvent de l'apprentissage. Vous avez dit le savoir-être, ça on peut dire que c'est largement dévolu aux parents, et le savoir-faire il est dévolu à l'instruction, donc à l'école, quelle que soit l'école. Ça peut être l'école simplement générale, comme les filières d'apprentissage d'un métier. Et là on parle évidemment de la cuisine ou de la salle. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une déficience dans l'éducation avant que ce soit dans l'instruction? Je pense qu'on est là plus que la restauration dans un fait sociétal. Oui. Donc ce fait sociétal-là, on voit bien dans nos entreprises que l'on récupère à la fois des jeunes, pour certains qui sont en panne de savoir-être qui viennent de la famille avec un problème familial, mais aussi du savoir parler, du savoir écrire, du savoir compter, parce que l'on récupère dans nos entreprises et dans les CFA en général pour ceux qui deviennent apprentis des problématiques liées à un
une vraie défiance, un vrai problème du côté de l'éducation nationale. Eh oui, parce que quand on est au contact du grand public, il faut partager, il faut pouvoir communiquer avec lui. Et on ne communique pas autrement que par une culture qu'on partage en quelque sorte, hein, même si une culture qui n'a pas besoin d'être très profonde. Non, mais notre culture, la culture, chacun de nos chefs d'entreprise l'apporte, parce que la culture, c'est celle de nos terroirs. La culture, c'est celle que l'on retrouve dans nos cuisines, dans nos restaurants. La culture de l'accueil, c'est si on peut avoir toujours l'image de j'étais mal accueilli dans le bistrot avant-hier quand j'ai pris mon café. Mais la culture que l'on transmet et le savoir-faire et le savoir-être que l'on transmet à nos salariés et que les salariés se transmettent entre eux, ils sont fiers de leur métier, ils sont fiers de leur territoire et de leur terroir. Donc c'est important. On a un vrai sujet culturel et un vrai sujet sociétal à transmettre dans nos entreprises. Mais alors, pour l'attractivité des métiers, parce que je veux pas parler du métier de la restauration, hein, c'est évidemment tout un panier de métiers. L'attractivité, elle se cultive comment du point de vue de ceux qui recrutent, des patrons? Alors, elle se cultive parce qu'on essaie de faire des généralités, mais elle se cultive surtout. Tout à l'heure, vous parliez du salaire, mais le salaire, c'est quelque chose d'afférent uniquement. Alors, il y a des minima, bien évidemment, mais c'est quelque chose d'afférent de la relation entre l'entreprise et le salarié. Bien sûr. Donc, c'est l'attractivité, elle se fait, oui, de façon générale par nos métiers, parce qu'il faut qu'on parle en bien de nos métiers, qu'on mette en valeur les beaux métiers que nous représentons, mais c'est aussi à chaque entreprise de faire son attractivité. Bien sûr. Et la concurrence, quand on est en tension, sur la main d'œuvre, c'est un sujet de concurrence, l'attractivité entre les entreprises. Donc comment je paye mieux que mon voisin, comment je donne, comment je loge mieux que mon voisin, comment peut-être puis le relationnel, quoi. Voilà, et le relationnel et la vie qu'on a dans l'entreprise. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on est heureux au travail? Ce qui est un vrai sujet, évidemment, aujourd'hui. Laurent Barthélémy. Mais juste Vincent sur ce sujet-là. Oui. Quand on a des salariés, pour nous, qui sont bien logés, qui sont bien nourris, qui sont bien heureux à leur travail, ils sont bien heureux quand ils sont face à la clientèle, et on est là pour bien recevoir notre clientèle. Voilà. Et après, évidemment, ça transparaît dans l'attitude générale. Bon, un mot plus particulier, et c'est pour ça que je vous ai appelé vous, parce que vous êtes nombreux à l'UMI, et chacun dans son secteur, hein, parce que ce sont de nombreux métiers, effectivement, ou secteurs qui sont regroupés. Vous êtes plus particulièrement spécialisé dans les saisonniers. Alors, les saisonniers, évidemment, à l'approche de l'été, tout le monde se pose la question, et notamment vos adhérents, hein, parce que beaucoup recherchent ces saisonniers. Alors, quand on parle de saisonniers, on parle évidemment plus avant du littoral de notre pays, même s'il y a des saisonniers aussi à l'intérieur des terres, faut pas non plus rêver, mais plus particulièrement dans ces stations balnéaires et sur tout le littoral français, je sais qu'il y a une tension énorme sur le recrutement. Alors, il y a une tension énorme qui est surtout liée, alors d'une part au nombre de salariés qui manquent, oui. Mais qui est surtout lié des problèmes inhérents à l'embauche, c'est-à-dire qui est surtout lié au logement. Oui. Au logement et au transport, parce que les territoires ruraux, les territoires littoraux, à part ceux qui sont assimilés à des villes, je pense à Cannes, à Nice, à Arcachon, à une partie de la côte basque. Mais sinon, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des zones rurales l'hiver. Bah oui. Loin de tout. Des zones rurales, loin de tout, qui n'y a pas beaucoup de logements et un déficit en transport en commun qui est plus que nulle part ailleurs. Donc c'est la double peine. C'est clairement la double peine. Alors quels sont les pas d'emploi, donc c'est un vrai sujet. Quelles sont les mesures que peuvent aider à mettre en place l'UMIH, ou quelles sont les propositions que vous faites dans ce sens? Alors aujourd'hui, nous sommes chacun dans nos territoires en coopération et en communication très directe avec les collectivités locales, que ce soit nos maires, nos communes ou nos départements, nos régions. On accompagne non pas par un plan général, mais on accompagne par des plans spécifiques territoriaux. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des petites bonnes solutions. Et ça, c'est vraiment très important. On essaie de mettre un cadre général aujourd'hui avec une convention qui va être signée avec Action Logement.
on a vu que le conseil d'administration d'Action Logement a étendu et va étendre la garantie visale, c'est-à-dire la protection du propriétaire sur le locataire à nos saisonniers, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des choses qui avancent et pour lesquelles nous sommes très engagés. Mais Laurent, le logement, ne nous leurrons pas, c'est le problème principal des saisonniers, de pouvoir être accueillis. D'ailleurs, certaines municipalités jouent le jeu, d'autres non. Alors les municipalités jouent le jeu, mais il faut rappeler que la compétence du logement n'est pas forcément liée qu'à la municipalité, oui. Qu'à la municipalité. Donc bien sûr. Ils jouent le jeu parce que souvent on a ou des campings municipaux qui ont été fermés, ou des friches sur des anciennes colonies, ou des bâtiments que les mairies sur lesquels ils peuvent préempter. Oui, des logements sociaux même qui sont mis à l'usage des saisonniers. Exactement. Et toute la problématique après, c'est comment on remplit ces logements pour pas que ce soit des lits froids à l'hiver. Et donc, comme on imagine des solutions avec des systèmes de formation à l'intérieur l'été d'hiver, et comment on fait que l'intersaison ne soit pas qu'il n'y ait pas des lits vides et que les bailleurs sociaux qui seraient appelés à venir nous accompagner puissent vraiment nous accompagner dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous conseillez, il nous reste une minute, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient hôteliers ou restaurateurs, ou les deux, parfois, s'ils se sentent vraiment pris à la gorge par le sujet, à un mois des vacances, vers qui se retourner pour essayer de pouvoir recruter, de trouver des solutions? Est-ce qu'ils sont aidés dans ce sens? Alors nous, on a un large maillage territorial. Nous sommes présents dans les 101 départements. Les UMI, il faut se retourner vers les bureaux départementaux qui ont des relations très, très directes aujourd'hui avec France Travail, et ça va mieux dans la relation avec France Travail. D'accord. Donc il faut se rapprocher de France Travail. Après, il faut se rapprocher aussi des communes, des municipalités et de ceux qui font l'économie en général. Il y a des clubs d'entrepreneurs aussi qui sont là dans chaque territoire. Donc il faut pas surtout ne pas rester tout seul. Il n'y a rien de pire que de rester tout seul. Il y a des associations de commerçants dans chaque territoire. Il faut aller voir et partager et surtout se dire qu'on n'est pas les seuls, qu'on n'est pas seul face aux difficultés. On n'est pas seul face aux difficultés de recrutement, de logement, et qu'on ne trouve pas forcément les solutions que tout seul. Merci beaucoup Laurent Barthélémy de l'UMIH, de l'UMI, surtout sur le secteur des saisonniers. Je vous rappelle que l'antenne vous est un peu ouverte, les syndicats de la profession des restaurateurs. S'il y a des coups de gueule à passer, s'il y a des solutions à trouver, évidemment Ferniaud fait le marché reste ouvert à l'écoute de la profession pour essayer de vous faciliter un petit peu le boulot. C'est le moins qu'on puisse faire. Allez, on se retrouve dans une minute pour parler toujours de belles restaurations. Et là, c'est la restauration française qui s'exporte. Ah, ça fait du bien. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, retour ici en studio à Sud Radio pour Ferniaud fait le marché. Et dans le premier des quarts d'heure, on était avec Laurent Barthélémy de l'UMI pour parler de la tension sur les métiers de la restauration en temps de recrutement avant les vacances pour les saisonniers. Et on s'est donné un petit rendez-vous. On se retrouvera de temps en temps, peut-être tous les mois, comme ça, pour faire un petit peu le point sur les problèmes du métier de restaurateur. Et on en a une qui est avec nous ce matin, une invitée qui est une sacrée restauratrice. Quand je vais vous dire son nom, vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit de Bérangère Loiseau. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bérangère Loiseau, bonjour. Bonjour Vincent. Bérangère, vous êtes la jeune patronne du groupe Loiseau. Alors Loiseau est un nom, c'est une marque, un nom et une marque à la fois. Je rappelle que à la disparition de votre père Bernard Loiseau, c'est votre maman qui a pris les rênes du groupe Loiseau, Dominique Loiseau, et elle vous les a confiées l'année dernière. C'est normal que la génération suivante monte sur le podium et surtout aille au charbon. Et à côté de vous, enfin à côté de vous, pas à côté de vous aujourd'hui, votre jeune sœur Blanche Loiseau qui elle a repris la partie culinaire, on va dire du groupe. Exactement. Marchant sur les traces de votre papa. Voilà, c'est elle qui a le feu sacré et la passion de la cuisine.
Et donc, elle nous a fait un certain nombre de belles ouvertures récemment, mais je vais vous raconter ça. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, il faut bien le noter, c'est que à vous deux, vous recomposez un peu le couple de vos parents, Blanche pour le côté culinaire et vous pour le côté administratif et gestion du groupe. Ouais. Comme le faisait votre maman. Ouais. C'est un petit peu ça. Alors là, finalement, c'est devenu une histoire de femme. Mais oui. Mais oui, voilà, Blanche, elle est vraiment sur la création et moi, voilà, je gère effectivement tous nos 130 collaborateurs. 130 collaborateurs dans combien d'établissements aujourd'hui, Bérangère? Alors au total, nous avons 2 hôtels et 6 restaurants. 2 hôtels et 6 restaurants. Qui sont tous situés en Bourgogne, sauf le petit dernier qui a ouvert à Tokyo. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai appelé, figurez-vous, parce que je parlais de la belle restauration et de la gastronomie française quand elle s'exporte. Nous, ça nous fait plaisir. Quand on parle du Japon et de restauration étoilée, on a toujours cette ombre tutélaire de Joël Robuchon qui a été ouvrir le bal, ouvrir le terrain là-bas au Japon, qui a d'ailleurs pas mal ramené de Japonais avec lui en France. Aujourd'hui, enfin, je dirais, les Bourguignons marchent sur la trace des pois de vin. Le groupe L'Oiseau vient d'ouvrir. Vous étiez d'ailleurs la semaine dernière à Tokyo pour l'ouverture. Ah oui, l'ouverture est toute récente. Là, on a accueilli nos tout premiers clients le 2 juin. Et effectivement, on ouvre à Tokyo une version assez inattendue, en tout cas pour les Japonais qui ont une vision assez élitiste en fait de la gastronomie française. Pour eux, aller au restaurant français, c'est casser la tirelire, c'est pour un événement très très important. Et nous, on arrive avec un concept de bistrot bien franchouillard, mais avec un cadre assez moderne. Et finalement, on démocratise la cuisine française. Alors, l'année dernière, on s'était eu au téléphone avec votre sœur également pour l'ouverture de l'avant-dernier restaurant L'Oiseau à Besançon, à Bezac, comme on dit. Tout va bien, Besançon? Chez les Comtois, ça va? Chez les cousins Comtois? Très bien, très bien. Donc, on a ouvert L'Oiseau du Temps, effectivement, en avril 2023. Et c'est un superbe succès, un beau bistrot. On peut dire un carton, voilà, ça fait du bien. Un beau carton, quoi. Le lieu est emblématique du patrimoine byzantin. C'est dans un conservatoire. Il y a des voûtes d'arêtes à 4 mètres de hauteur. C'est superbe. Et puis, on a vraiment un atout avec notre proposition tarifaire. Voilà, ça. C'est un vrai rapport qualité-prix avec des menus à 28 ou 38 euros. Signé L'Oiseau, quoi. Donc, oui, parce qu'en dehors du relais qui reste le navire amiral, le relais Bernard Loiseau, votre restaurant de Saulieu, ça reste le navire amiral bien sûr, il porte vraiment le nom de votre père et c'est le spot. En dehors de ça, vous avez quand même souhaité vous entourer d'une restauration étoilée en général, c'est-à-dire gastronomique, et puis vous avez mis le pied dans la bistronomie. Ensuite, tout à fait naturellement, avec vos valeurs bourguignonnes, ce respect du produit, une cuisine quand même traditionnelle revisitée. C'est quoi la marque particulière du groupe L'Oiseau en matière de restauration? Alors, déjà, L'Oiseau, c'est une signature culinaire très identifiée. Faut rappeler quand même que mon père a été un des maillons de cette magnifique mouvance de la nouvelle cuisine. Bien sûr. Qui a vraiment modernisé la cuisine française avec des techniques très précises. Donc, la signature L'Oiseau, c'est quoi? C'est des goûts francs. Voilà, on va pas marteler en permanence le goût. Oui. Ce sont des bonnes sauces et ce sont des produits pour lequel on ne fait aucun compromis. Voilà, comme ça, c'est réglé. Après, quel que soit le niveau de restauration et de prix. Quel que soit le niveau, exactement. On retrouve ces fondamentaux L'Oiseau. Et papa était tellement, tellement grand public dans le sens où, bien sûr, il faisait de l'excellence à Saulieu, mais en même temps, il défendait les artisans, le terroir et les petits producteurs. Oui, parce on peut dire, il n'était pas né une cuillère d'argent dans la bouche. Et c'était un homme du terroir, c'était un homme de la terre qui s'est élevé par la cuisine.
Exactement. Et lui, il avait, voilà, il n'y a rien d'élitiste chez nous. On est dans l'excellence sur la partie étoilée, mais on assume complètement de célébrer les différentes régions et les différents terroirs de France. Et ça, papa l'avait compris avant tout le monde. Bon, alors qu'est-ce qui vous motive, vous, à vous étendre jusqu'au Japon? J'ai envie de dire, est-ce qu'il est naturel, quand on a un groupe de restauration avec 5 beaux restaurants, de se dire l'expansion est obligatoire? Est-ce qu'on peut vivre avec un petit groupe ou est-ce qu'il faut absolument grossir? Ça, c'est une question philosophique presque, hein. Il n'y a rien d'obligatoire. Après, il y a il y a comme une croissance un peu organique, naturelle finalement, qui se fait. Et quand s'est posé la question de retourner au Japon, moi je me suis dit, bon sang, les Italiens, ils nous ont des trucs partout, pourquoi est-ce que nous, on n'y va pas, quoi? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler de nos belles régions de France et prendre un petit peu le contre-pied de certaines grandes enseignes parisiennes, quoi. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur aussi de nos ambitions. Et puis, voilà, nous, on est fiers d'être Français, on est fiers de cette magnifique France. Donc, allons-y. Oui, et puis vous me faites penser que au fond le projet de la vie, de la vie avec un grand V, c'est de croître et de se multiplier. Donc il est naturel, si on est un groupe bien vivant, et je sais que vous l'animez avec votre sœur, et d'avoir envie simplement de progresser, quoi. Et oui, c'est ça. Et puis finalement, il y a aussi les équipes qui poussent derrière. Il faut aussi les nourrir de projets. Donc ça, c'est fabuleux parce que ça fait vraiment un cercle vertueux qui nous, on a cette énergie qui part d'en bas, qui nous pousse. Parfois, c'est nous qui la redescendons aussi. Donc non, pour nous, ça nous semblait naturel. Surtout qu'on a une vraie proposition, une vraie signature culinaire, une vraie interprétation des terroirs. Là, on a ouvert l'oiseau de France à Tokyo. Et c'est pour rien, quoi. Donc, ambassade. On est exactement. On est fiers de devenir une ambassade des terroirs de France, voilà, pour reprendre votre mot. Alors, justement, je vous prends au mot. Avant de se quitter, Bérengère Loiseau, donnez-nous 2-3 exemples de ce que vont découvrir les Tokyoïtes de notre culture française à table, qui est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Exactement. Le repas français. Cocorico. Eh bien, ils vont pouvoir déguster, figurez-vous, le pâté en croûte d'Alexandre Dumaine, qui a été inventé à Saulieu chez nous. Le grand prédécesseur de Saulieu. De papa, exactement. Évidemment, les œufs en meurette. Très bien. On va partir aussi en Rhône-Alpes avec les quenelles sauce Nantua. L'été, on part en Méditerranée avec une petite escabèche, etc. On va vraiment voyager à travers toutes les régions de France. Dans un classicisme bon teint, quoi, et de terroir. C'est ça, bien exécuté, avec de bons produits, et dans un cadre, et avec un service de qualité un petit peu dépoussiéré, quoi. C'est plus le garçon de café. Eh bien, merci beaucoup, Bérengère. Je rappelle que c'est l'oiseau de France à Tokyo, si vous passez par Tokyo, mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour retrouver les bons restos du groupe L'Oiseau. Et puisque c'est aujourd'hui la fête des pères, je sais que vous pensez au vôtre, à Bernard Loiseau qui n'est plus là, mais qui vous regarde d'en haut, j'en suis certain, et voir briller toutes ces étoiles autour du monde. Merci, Bérengère, et un gros succès au Japon. Merci beaucoup, merci les soutiens, à bientôt. À tout bientôt, allez, on se retrouve dans quelques minutes pour parler justement de la fête des pères. J'ai pensé à un cadeau. Alors, je dis ça, je dis rien, je dis pas ça à mes filles, mais je dis ça quand même. Allez, on se retrouve tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, bon dimanche à nouveau, et dans cette semaine extrêmement troublée où l'on entend parler d'énormément de choses, sauf les choses du cœur et de la famille, enfin beaucoup moins, c'est sûr que la res publica, la raison publique, en tout cas, il y a un truc moi qui m'obsède un peu aujourd'hui, c'est la fête des pères. Oui, quand on est père, et je suis pas le seul, c'est quand même un sujet important une fois par an. Alors il se trouve que j'ai réfléchi un petit peu aux cadeaux que vous
vous faites ou que vous recevez aujourd'hui, il y en a un quand on est amateur de cuisine qui est essentiel et on n'y pense pas toujours. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je veux parler d'un objet tranchant qui accompagne nos cuisiniers, c'est le couteau. Alors le couteau, les couteaux, parce qu'il y en a une flopée en matière de marque, de qualité et puis simplement de forme, parce qu'à chaque couteau son usage. Mais on va le voir avec deux spécialistes. J'ai avec moi aujourd'hui en ligne Marina Menini qui est avec nous de l'atelier Doma. Bonjour Marina. Bonjour Vincent. Alors Marina, vous êtes affûteuse à Paris. C'est un beau métier ça, affûteuse. Ah oui, c'est utile. C'est vous qui rendez le tranchant aux lames perdues en quelque sorte. C'est ça, et je forme aussi d'ailleurs les cuisiniers et d'ailleurs tout utilisateur de couteaux à l'affûtage. On va en parler ensemble de l'affûtage parce qu'il y a l'affûtage que font les professionnels, il y a l'affûtage que font les professionnels de la cuisine parce qu'il faut un petit peu affûter ses couteaux avant de s'en servir. Et puis il y a, je dirais, l'affûtage des amateurs qui est pas toujours brillant quand il existe. On peut dire, on verra, on passera en revue ce qu'on peut faire chez soi pour s'améliorer la vie. Mais avant tout, je voulais m'adresser justement à un grand professionnel et qui est avec nous, un chef cuisinier, c'est Éric Trochon. Bonjour Éric. Bonjour Vincent. Éric Trochon, je vous ai appelé vous parce que vous regroupez à peu près toutes les expertises en matière de coutellerie professionnelle pour le chef, pour le cuisinier, parce que vous êtes à la fois cuisinier, étoilé, déjà, ce qui est quand même pas mal chez Solstice à Paris. Ensuite, vous êtes meilleur ouvrier de France, ça classe tout de suite. Et puis vous êtes formateur. Vous avez passé pas mal d'années à l'école Ferrandi. Donc, pour vous, le couteau, c'est le partenaire privilégié du chef, du cuisinier. Ben oui, absolument. C'est le prolongement de la main. C'est la cuisine sans bon couteau. Et c'est indispensable. C'est vraiment l'outil qu'on emmène partout avec nous. Et moi, le premier. Et il m'est arrivé parfois des situations assez cocasses à transporter effectivement mes couteaux, qui sont quand même des armes extrêmement tranchantes, et toujours bien affûtées effectivement. Et je donne aussi les miens affûtés à Marina. Ah bah voilà. Non, le couteau est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, quand il m'arrive de faire de la cuisine chez des amis, la première chose que je regarde, c'est ce qu'il y a dans le tiroir et avec quel couteau je peux œuvrer en quelque sorte. Ouais. Et je pense qu'il faudra revenir aussi sur la coupe. Pourquoi c'est aussi important bien sûr. un couteau et pourquoi bien sûr. l'acier est aussi important. On est là pour en parler. Éric Trochon, un mot. Je suis sûr que quand on parle aux amateurs, aux cuisiniers que nous sommes tous dans notre cuisine, enfin nous sommes tous, et encore, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, on pense et qu'on leur dit quel est l'ustensile nécessaire. Beaucoup pensent casserole, beaucoup pensent poêle, parce que beaucoup pensent à la chauffe, à la cuisson, mais le couteau, il est même plus essentiel que ça, parce que même pour la crudité, même pour des produits qui n'ont pas besoin de cuisson, il faut quand même un super couteau. Ah bah le couteau est essentiel. Sinon on mange avec ses doigts et ses dents, quoi. Voilà. Oui, alors j'avais un grand chef que je connaissais bien qui était vraiment m'impressionnait beaucoup à l'époque, c'était Jean Delaveine. Il disait si vous voulez manger du cru, vous avez qu'à aller par terre dans un jardin manger des carottes. Voilà. Le couteau, c'est vraiment l'art du cuisinier. Le cuisinier, c'est la tranche, c'est le feu, c'est les deux. Ça c'est un autre chef qui en parle très bien. Non, le couteau dans le cru est essentiel. Et d'ailleurs au Japon, il y a une grosse culture du cru, notamment à travers les sashimi. C'est pas la peine d'y revenir, mais l'importance du couteau dans le sashimi est essentielle. Pour moi, c'est déterminant dans le goût final. Ah oui. C'est-à-dire la façon de couper va conditionner le goût final d'un produit. Absolument, et ça c'est ce qu'on apprend. Pas seulement la texture, le goût aussi. Ah, le goût et la qualité du matériau qu'on utilise, et Marina pourra revenir, après ça devient très très pointu, mais si vous avez un acier qui s'oxyde très légèrement, elle peut conférer aux légumes ou aux poissons que vous coupez un goût, une petite touche métallique qui est très perceptible, et notamment chez les Japonais qui sont experts en la matière, mais Marina pourra parler de ça. On va lui demander tout de suite d'ailleurs, Marina. On peut pas dire que vous ayez un nom à consonance très japonaise, pourtant dans vos techniques vous êtes extrêmement japonaise. Oui, alors
C'est vrai que ça n'apparaît pas dans le nom, mais je suis franco-japonaise et ma mère est japonaise et j'ai passé de longues années là-bas justement pour apprendre le métier. J'ai commencé comme conseillère, mais j'ai aussi travaillé avec des fabricants à Sakai au Japon, fabricants de couteaux. Et c'est là-bas que j'ai appris notamment. Alors pourquoi les Japonais ont cette avance? Est-ce que c'est parce que c'est la tradition issue des grands forgerons, des samouraïs, c'est-à-dire le katana est devenu couteau de cuisine? Alors, il y a effectivement ce lien dans l'objet du couteau, mais c'est surtout lié à la culture culinaire qui s'est développée dès le XVIe siècle. Une cuisine avec, c'est vrai que très peu de cuisson, très peu d'assaisonnement, et en réalité une cuisine qui est très liée à la découpe, la découpe qui permet de révéler les saveurs de l'aliment. C'est-à-dire que la découpe dans la cuisine qu'on appelle kaiseki, cette cuisine impériale, c'est presque le seul artifice, en quelque sorte, de décoration. D'une certaine manière, c'est ce qui permet aussi de pouvoir maturer des poissons. C'est les couteaux qui permettent une découpe extrêmement précise. Pointue, fine, Exactement. Ouais. Et pardon, mais est-ce que de ce point de vue, les lames, les aciers japonais sont différents de ce que nous connaissons en Occident? Oui, les deux sont différents, c'est-à-dire les aciers utilisés et la forme, l'anatomie même des lames, dans ce qu'on appelle les couteaux traditionnels japonais. Oui, alors ils ont un truc infernal, si vous n'avez jamais utilisé de couteau japonais, je le dis moi, parce que on ne peut pas s'y essayer du jour au lendemain, parce qu'ils sont biseautés que d'un côté, et l'autre côté, la lame est plate. Et donc, si on n'est pas habitué, on taille en biais, quoi. Ah, tout à fait. D'ailleurs, le dos n'est pas tout à fait plat, il est légèrement creusé. Oui, c'est pire encore. Oui, c'est pire. Éric Trochon, vous vous souvenez la première fois que vous avez eu un couteau japonais dans les mains? Écoutez, oui, absolument. C'était le cadeau d'un chef japonais. Ouais. J'étais extrêmement impressionné et je dois dire que c'était une révolution pour moi. Vous avez coupé de travers le premier filet? D'abord, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'utiliser parce que l'objet est sublime et donc je l'avais posé dans sa boîte et je le regardais. Ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où on m'a appris effectivement à l'utiliser parce qu'il y a un apprentissage. Alors sans aller aussi loin au Japon, mais dans la formation initiale de tout cuisinier français, comme on l'enseigne à Ferrandi, un des premiers cours les plus importants, c'est ce qu'on appelle les taillages. C'est-à-dire qu'on va faire travailler les étudiants sur des légumes et on leur apprend les différents taillages. Ah bah oui, la julienne puis la brunoise dans l'autre sens, etc. Oui. Absolument, et on y laisse souvent d'ailleurs un petit bout de doigt. C'est l'entrée dans le métier, ça c'est le baptême. Donc voilà, donc la coupe a beaucoup d'importance dans la cuisine, aussi bien effectivement dans les cuisines comme les cuisines japonaises, dans les cuisines françaises. Il faut savoir que la bouche est un outil extrêmement précis et quand vous avez une brunoise de quelques millimètres, vous la sentez et ça vous donne une sensation. Ça, c'est l'effet de la mastication. Et donc, nous, en cuisine classique, alors là, ça c'est le MOF qui parle, mais on attache beaucoup d'importance à la régularité de la découpe et du taillage. C'est très important. Pour la sensation, la texture, mais aussi pour le goût, parce que ça peut dégager le jus, la fibre, donc ça peut donner des notes différentes. Exactement. Et d'ailleurs, un couteau mal affûté aura tendance à écraser les fibres, à écraser les cellules, et on va dégager du jus. Et c'est extrêmement marquant dans le cas notamment de l'oignon ciselé, qui est aussi une des premières bases de cuisine française. Oh là là. Bien ciseler un oignon au départ. L'échalote, c'est encore pire, si je puis me permettre, parce que ça fout le camp entre les doigts, les différentes couches, les enveloppes. Surtout, sur votre couteau n'est pas bien affûté, vous allez écraser les cellules, il va y avoir un jus odorant qui va couler, et vous allez avoir un goût d'oignon pas très agréable. Alors que si vous avez un couteau parfaitement effilé et parfaitement affûté, vous allez non pas écraser les cellules, mais vous allez les trancher, les couper en deux, et ça n'aura pas le même goût. Marina, excusez-moi, je coupe Éric parce que j'imagine que vous bouillez en entendant ça. Quand vous parlez affûtage, est-ce que vous parlez aussi découpe? C'est-à-dire dans vos ateliers, est-ce que vous montrez la façon de trancher? On n'a rien on va pas couper pendant l'atelier, on s'arrête vraiment à l'affûtage, mais il y a réellement un lien dont on parle, c'est-à-dire le choix de la pierre, le choix de la granulométrie, la finesse de la pierre est totalement lié à ce qu'on va couper. Pour le fil, on va essayer exactement de rapprocher la taille
si vous voulez, des traces laissées sur le biseau du couteau à la taille des fibres qu'on va venir accrocher à mettre. C'est comme ça qu'on crée de la fluidité. Éric Trochon, encore un petit mot avant de vous laisser vaquer à votre cuisine, aller découper, aller trancher, aller ciseler. Quand on commence, quand on démarre, et peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont des amateurs, peut-être un peu plus experts que les autres, qui ont envie de s'intéresser à cela, vous conseillez de commencer avec quel couteau, vous ? Alors, la tradition française, c'est 2 couteaux. Le premier, c'est le couteau d'office, qu'on appelle le petit dans les couteaux japonais. Enfin, Marina peut me corriger, mais ce petit couteau extrêmement affilé qui sert à tout, en fait. C'est une lame de un peu moins d'une dizaine de centimètres. C'est ça. Donc, très important, ça, c'est vraiment le couteau à tout faire. Mais il est indispensable, on doit l'avoir bien en main, il doit être suffisamment tranchant, avec une bonne qualité de lame. Oui. Ce petit couteau, moi, c'est vraiment celui qui me sert à tout. Aussi bien des champignons, peler des légumes, enfin, tout ce qu'on veut. Il est proche de la main, celui-là, vraiment, parce qu'on sent le bout de la lame comme le bout d'un doigt, presque. Absolument, il doit arriver en bout de lame, il doit arriver un peu plus loin que le bout du pouce, c'est-à-dire qu'on peut le prendre. Voilà, ça c'est le couteau d'office, indispensable. Le deuxième, c'est le couteau de chef qu'on appelait nous autrefois éminceur. Ouais. Maintenant, avec la culture japonaise, on a ce qu'ils appellent les couteaux de chef. Ah, moi j'adore les santoku, si je puis me permettre. Alors, le santoku, c'est mais Marina en parlera mieux que moi. Oui, mais on va y venir après. Voilà, le santoku, c'est le couteau à tout faire, mais c'est vrai que c'est plus lié à la cuisine japonaise. En cuisine française, on préfère des couteaux, la taille chef, ce qu'on appelle la taille chef, en biseau, enfin... Avec une lame arrondie pour pouvoir jouer un peu la bascule ? Absolument, ce petit côté ressort, on ne va pas rentrer dans la technique, mais un couteau se divise en France, il se divise en 3 parties. Le talon qui sert à couper, trancher, casser les os. Le milieu qui sert lui-même à couper quand on fait une julienne, et cette petite arrondie qui va servir de ressort et qui fait que la bascule, on va pouvoir faire une petite bascule. Exactement. Donc il y a 3 parties dans les couteaux de chef en tradition française. Maintenant, les couteaux japonais nous ont apporté énormément de choses. Effectivement, le santoku, déjà l'objet est sublime. Et un peu alvéolé, souvent. On trouve des lames un peu alvéolées pour pas qu'elles collent dans les légumes qui sont trop hauts, par exemple. Voilà, ça c'est Marina qui vous expliquera effectivement, comme elle dit, que les lames sont légèrement convexes et que en fait l'aliment n'adhère pas. C'est pour ça qu'il est légèrement alvéolé. Mais en tout cas, moi pour commencer, un très joli couteau de chef ou un santoku, un petit couteau d'office extrêmement effilé, qu'on entretient soigneusement, qu'on polit, éviter les oxydations. Dès qu'on coupe un citron, on l'essuie. Dès qu'on coupe, prendre soin de ces couteaux, c'est très important. On ne parlera pas non plus des planches, parce que quand vous avez des couteaux extrêmement effilés, il faut avoir des planches de qualité. Bien sûr. Voilà. Donc, et depuis que la planche en bois a été interdite en cuisine professionnelle et remplacée par du synthétique, ça n'a pas facilité non plus les choses dans le choix du matériau. Non, mais ça fait plaisir à Marina, parce qu'on amène les couteaux plus souvent à... C'est ça. Merci beaucoup, Éric Trochon. Je le rappelle, vous êtes à la fois formateur, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Autrement dit, c'était l'homme à écouter ce matin pour choisir son couteau. Marina, vous restez avec moi parce qu'on va avancer un petit peu sur l'affûtage. C'est normal, vers la fin d'émission. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur la fête des pères avec un beau cadeau pour ceux qui veulent récompenser leur papa qui cuisine pas trop mal. On peut dire que c'est un petit peu ce qui se passe à la maison. En général, je m'occupe moi-même d'acheter mes couteaux, mais si on m'en offre un, je suis jamais contre. De toute façon, plus il y en a, plus on se régale en général, quand on aime les belles lames. Avec nous ce matin, Marina Menini, qui est affûteuse à Paris, atelier Doma. Qu'est-ce que c'est Doma d'ailleurs, Marina? Doma, c'est le nom d'une pièce dans une maison japonaise, les maisons traditionnelles japonaises. D'accord. Et c'est aussi la cuisine. Où on retire ses chaussures, mais où on garde son couteau. Alors justement, le Doma, c'est un peu l'entre-deux. On est encore en fait entre la partie privée et publique. C'est l'atelier, c'est la cuisine. C'est un endroit de partage et de rencontre, en fait. Marina, c'est le mot japonais, Doma?
Oui, tout à C'est fait. étonnant parce que c'est en latin domus, c'est la maison. Hein, c'est la. C'est ce qu'on aimait bien, ouais. C'est ce qu'on aime bien dans le Doma, c'est assez international en fait. Bah oui, assez étonnamment. Alors peut-être qu'il a été exporté à une époque, allez savoir. Hein. En tout cas, on parle ce matin d'affûtage. Avec Éric Trochon, on évoquait les différents couteaux que lorsqu'on démarre en cuisine, quand on est amateur et même quand on est un jeune qui rentre en école de cuisine, il disait l'office, ce petit couteau d'une dizaine de centimètres à peine, et l'éminceur, ce couteau de cuisine, en fait, c'est déjà la base. Mais vous avez toute une gamme, et notamment au Japon, de couteaux extrêmement différents. Je dirais un pour chaque usage. Alors, dans les couteaux traditionnels japonais, ceux que vous avez décrits tout à l'heure, les asymétriques, là, on n'a plus de couteaux multifonctions. On va avoir un design particulier pour permettre une gestuelle particulière, mais pas un couteau qui est réservé à la cuisine japonaise. D'accord. Alors, je voulais vous parler d'un autre couteau, moi, avant de passer en revue ce qui nous intéresse ce matin. Je voulais vous parler de ces couteaux plutôt chinois qui sont carrément des feuilles, hein, ce qu'on trouverait presque chez le boucher, c'est-à-dire des grandes plaques avec lesquelles les Chinois sont extrêmement dextères. Hein, et ils arrivent à découper même assez finement, alors que ce sont des lames super hautes. On vous en amène à affûter aussi? Alors, c'est plutôt rare ici, mais lorsque j'étais au Japon, il y a pas mal de marques japonaises qui fabriquent ces couteaux-là. Donc, on avait des clients, quand on vend ce genre de couteaux, les critères sont très différents des couteaux occidentaux ou japonais traditionnels. C'est vrai qu'on se sert, les manches sont très courtes, on va se servir du poids du couteau pour laisser tomber la lame. Les techniques sont différentes et c'est vrai que c'est impressionnant de faire avec un couteau. Bah, c'est-à-dire que autant on peut se couper avec un couteau, autant là on se tranche le doigt, quoi. Il n'y a pas de retour. Non mais c'est vrai, avec le poids de ces couteaux, donc ça fait un petit peu peur. Vous donnez des cours d'affûtage, parce que quand j'étais gamin, il y avait des rémouleurs qui passaient dans les rues et qui criaient « Hey mouleurs, apportez vos couteaux !» Ça n'existe plus. Est-ce que on peut imaginer que ça revienne? Oui, alors moi j'espère, hein, d'ailleurs, je reçois ici en formation aussi des rémouleurs. Alors ils ont plutôt l'habitude de rémouler, donc ils utilisent des meules, mais comme ils travaillent avec des chefs qui ont des couteaux, des demandes un peu plus spécifiques, il leur arrive aussi de finir à la pierre, à la main, et avoir aussi cet apprentissage un peu plus approfondi sur l'utilisation de la pierre, ce qu'est une pierre et comment on affûte à la main. D'accord. Ici en Occident, on va dire plus largement, la différence avec les couteaux japonais, c'est qu'on a des couteaux à double biseau. Hein, on peut dire, hein, c'est-à-dire qu'ils sont taillés, affûtés des deux côtés. Comment est-ce que, lorsqu'on est en cuisine amateur, encore une fois, ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on doit affûter son couteau? D'abord, est-ce qu'on doit le faire à chaque fois qu'on va trancher? Non, pas du tout. En fait, la fréquence d'affûtage va dépendre de beaucoup de choses. La fréquence d'usage, ce qu'on a coupé, comme Eric disait, le type de planche qu'on a, un plus elle est dure, pour ne pas abîmer le fil plus rapidement. Et puis, ça dépend comment on coupe et surtout comment on apprécie son tranchant. C'est au moment où le tranchant n'est plus suffisant, et donc ça c'est très subjectif, hein, ça dépend de chacun, qu'il faut penser à l'affûter. Il ne faut pas attendre que la lame ne coupe plus du tout, quoi. Ouais, il y a un bon test en général, c'est la tomate, hein, parce que la tomate est un peu molle à l'intérieur et la peau est extrêmement résistante. Quand on arrive à trancher une tomate avec sa peau, c'est bon signe, hein. Tout à fait. Et en fait, pour trancher la peau, il faut avant tout que le couteau puisse accrocher la peau, c'est-à-dire accrocher les fibres. Et donc c'est des micro-dents, en quelque sorte, que l'on forme quand on affûte? Exactement, que ce soit avec le fusil ou avec la pierre plus en profondeur, parce que la pierre va permettre vraiment de tailler, de sculpter le biseau. Le fusil, de manière un peu plus superficielle, va redonner une certaine dentition, elle va venir abîmer un petit peu, d'une certaine sorte, le fil du couteau, rafler, quoi, ce qui va permettre de mordre accrocher en fait les fibres et pouvoir ensuite pénétrer l'aliment. Donc ce n'est pas une bêtise que d'utiliser le fusil. Moi j'ai un fusil chez moi, c'est mieux qu'un aiguiseur, par exemple?
Alors ça dépend des types d'aiguiseurs. Généralement, les aiguiseurs, c'est des V en céramique, hein, les aiguiseurs modernes. Hein. On passe dans une sorte de V, 2 cylindres de céramique. Il vaut mieux un fusil ? C'est ça, il existe plusieurs types d'aiguiseurs, c'est-à-dire même en termes de matériaux, il peut y avoir de l'acier, il peut y avoir aussi ce qui ressemble un petit peu aux pierres, oui. Mais ça va rester d'une certaine manière un petit peu superficiel. Donc si le couteau a encore un petit peu de tranchant, ça va l'aider à le préserver un peu plus longtemps, on ne va pas pouvoir vraiment tailler dans la matière et recréer ce biseau comme on peut le faire avec la pierre. D'accord. Et pour l'acier, au moment où on achète son couteau, on vous dit par exemple acier Sandvik, acier... Est-ce qu'il faut s'intéresser à la dureté de l'acier ? Alors, oui et non. C'est vrai que la dureté de l'acier, qui est principalement due au taux de carbone dans l'alliage qui le compose, va amener une certaine résistance et une certaine durée aussi au c'est ça. Malheureusement, la dureté exprimée en Rockwell, comme on peut le voir, eh bien, en fait, on peut l'obtenir sans qu'il y ait beaucoup de carbone dans l'alliage. Il suffit de tremper avec une température plus importante et puis on arrive à durcir un petit peu n'importe quel alliage. Et donc, il faut se méfier un petit peu de la dureté tout simplement à elle seule. Un dernier mot, Marina, le temps a filé comme le fil de la lame. À une époque, il y avait une mode des lames céramiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors la céramique, malheureusement, ça fait très mal ou c'est très compliqué. Hein. Il faut quelque chose de plus dur, généralement du diamant. Donc ça n'est pas facile à trouver. Donc ça reste malheureusement du jetable long terme. Eh oui, parce que inéguisable en quelque sorte. Inéguisable, c'est ça. Donc on s'en sert. Quand c'est neuf, ça marche, et puis après c'est poubelle. Hein, c'est ça ? Exactement. Et ça peut être un petit peu fragile, c'est-à-dire si on le fait tomber parce que ça nous glisse des mains. Ah ouais, alors là c'est comme du verre. Ça se casse comme... Merci beaucoup Marina Menini. Je rappelle que si vous êtes intéressé pour faire affûter vos couteaux, si vous êtes vraiment un petit peu maniaque, vous pouvez aller à l'atelier Doma. Hein. Marina, c'est son métier. Elle le fait, vous chercherez sur Internet, vous trouverez le nom Atelier Doma des web. Hein. Simplement, voilà. Voilà les petits papas, bonne fête à vous tous et n'oubliez surtout pas la petite pièce hein, quand vos enfants vous offriront un couteau. Alors, si c'est vos enfants, voire une grosse pièce. Hein. Puis de toute façon, ça dépasse pas 2 € chez nous, donc ça va encore. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme d'habitude Alexandre Devecchio en toute vérité. Et dans ces temps assez troublés, si vous voyez ce que je veux dire, la vérité, on en a bien besoin. Et je vous souhaite un beau dimanche sur Sud Radio. En tout cas, nous, on est là pour vous. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.